Salut les sorciers, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Science en question. Salut Marine, salut Lorraine. Hello Jean. Regardez, un lac, plus de lac. Un glacier, plus de glacier. Une forêt, plus de forêt. C'est pas magique, c'est simplement l'effet du dérèglement climatique. Blague à part, ces images satellites renseignent les scientifiques sur l'état de santé de notre planète. Et oui, depuis l'espace, ils surveillent et analysent une multitude de paramètres essentiels. Mais que mesurent exactement les satellites? Que nous apprennent-ils sur le réchauffement climatique? Et peuvent-ils nous aider à inverser la tendance? Vous allez aussi découvrir un petit satellite français Microcarb. Ce condensé de technologie est destiné à mesurer le CO2, l'un des principaux responsables du dérèglement climatique. Et puis vous verrez que les satellites jouent aussi un rôle clé lors des catastrophes liées au dérèglement climatique. Et toi Marine, tu vas nous parler de quoi? Je vais vous mettre des étoiles plein les yeux avec l'histoire d'une photo prise depuis l'espace qui est devenue très célèbre. Quel suspense, on a hâte d'en savoir plus. Alors place à Science en question. Pour nous accompagner tout au long de cette émission consacrée au climat et à l'espace, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Landiège. Bonjour, bienvenue. Vous travaillez au CNES, le Centre national d'études spatiales, où vous êtes chef de projet Microcarb. Alors Microcarb, c'est un petit satellite dont on va reparler un peu plus tard. Mais d'abord, je voudrais faire un petit point historique. Depuis quand on suit le dérèglement climatique depuis l'espace ? Depuis l'espace. Donc le premier satellite a été lancé en 1957 et c'était Sputnik par les Russes. Et donc très rapidement, on a pu voir tout l'intérêt qu'il y avait à observer la Terre depuis l'espace. Et on pourrait dire que c'est dans les années 70, fin des années 70, début des années 80, que les premiers satellites ont commencé à arpenter la Terre et pouvoir donc acquérir des suites de mesures sur de longues périodes. Oui, c'est ça. Quel est l'avantage de pouvoir observer d'aussi loin ce qui se passe sur Terre? Voilà. Depuis l'espace, on est assez loin, donc la physique de la mesure est assez compliquée. Mais l'énorme avantage, c'est que on passe régulièrement au-dessus des mêmes zones et donc on peut obtenir des collections de mesures à intervalles de temps réguliers sur de très longues périodes. C'est ça, c'est qu'au fur et à mesure, on arrive à avoir en plus un historique, parce que si on a commencé dans les années 80... jusqu'à aujourd'hui, maintenant, on peut comparer les choses, en fait. Voilà, tout à fait. Donc, on commence à avoir, depuis l'espace, plus de 40 ans de mesures disponibles. On améliore leur précision tout au long des générations de nouveaux satellites qui apparaissent. C'est de plus en plus sophistiqué, de plus en plus précis. Tout à fait. Et on essaye de rabouter ça avec les mesures qu'on pouvait avoir avant, qui étaient des mesures au sol ou par avion ou par ballon, et qui permettent de jointer et de voir la tendance sur plus long. Vous avez quelques exemples de phénomènes à nous donner qu'on peut observer depuis l'espace, et avec quelle précision, par exemple ? Alors, par exemple, l'océanographie, la montée des océans, la première mission, c'était en 1978, CISAT, une mission franco-américaine TOPEX en 90 qui a permis ensuite d'initier des mesures qui sont ininterrompues depuis, et on observe une montée de l'ordre de 3 mm par an du niveau moyen des océans. Oui, 3 mm, donc on est vraiment, on peut descendre, même on a beau être à 600 km d'altitude environ, on arrive à quand même avoir des mesures aussi précises que ça. Voilà, donc les mesures sont bruitées parce qu'il y a les vagues, mais on fait des moyennes sur de longues périodes et donc on arrive à voir la tendance de fond qui est cette montée inexorable des océans en ce moment. Alors aujourd'hui, il existe plusieurs programmes d'observation de la Terre depuis l'espace. L'Europe a le sien, c'est lequel ? Donc l'Europe a mis ses forces en commun pour développer Copernicus. C'est une collection de satellites qui sont appelés les sentinelles et qui permettent chacune dans leur thème d'obtenir ces séquences de mesures sur de très longues périodes. Donc on va avoir des satellites à visée océanographique, d'autres sur les calottes glaciaires, d'autres sur la terre solide, c'est-à-dire tout ce qui peut être tremblement de terre, d'autres sur la terre telle que la végétation, et enfin sur l'atmosphère, la chimie de l'atmosphère. Et alors aujourd'hui, toutes les données qu'on arrive à récolter, qu'est-ce qu'on en fait concrètement? À quoi ça sert? Donc ces données sont engrangées par des énormes centres de data et ensuite c'est mis à disposition de l'ensemble de la communauté. Donc c'est une volonté européenne de mettre à disposition de tout le monde ces données qui sont en accès libre. Il faut s'inscrire, mais après on peut les avoir. Et donc ça permet de développer des services étatiques de surveillance ou de secours, mais également des services aval pour valoriser ces données. Oui, puis ça alimente aussi tous les modèles climatiques, j'imagine. Et alors bien sûr, donc ça c'est les effets sociétés, les utilisations sociétales, mais bien sûr il y a tout ce qui est scientifique,
modéliser tout cela et, grâce à ces mesures, abreuver les modèles et les rendre plus précis. Alors depuis l'espace, les scientifiques surveillent de près la concentration des gaz à effet de serre. On en entend souvent parler, mais on n'est pas sûr que cette expression parle à tout le monde. On a voulu vérifier, donc on s'en est servi comme mot mystère. Regardez. Un gaz à effet de serre. Alors je l'ai appris quand j'étais en cours, mais je ne me souviens pas du tout. C'est les petites particules lâchées qui sont lâchées par les avions et les voitures et tout. C'est du CO2 entre guillemets. C'est les mauvais gaz. Qui pollue la planète. Dans une serre, quand tu as les rayons du soleil qui rentrent, ils vont pas ressortir parce que justement il y a la serre qui les bloque. Là où ça va être pareil avec l'atmosphère, il va y avoir des gaz, il va y avoir le soleil, et c'est pour ça que nous il fait chaud, etc. Ça provoque le réchauffement climatique. Wow, parce que les gaz, ils restent sur la planète, et ce qui fait que ça augmente la température moyenne de la planète. Ouais. Des gaz à effet de serre, ouais, le dioxyde de carbone, il y a le diazote si je dis pas de conneries. Le CO2, le méthane, et après L'eau. La vapeur d'eau. C'est vrai qu'on n'en sait pas véritablement plus que le fait que ça vienne trouer la couche d'ozone et que ce soit un problème finalement pour la planète. Philippe, ils sont plutôt doués, hein. Il y a des bonnes réponses dans ce qu'on a Il y entendu. a des bonnes réponses, tout à fait. Il y a des mauvaises aussi. Il y a aussi Oui, il y a des mauvaises. réponses. Il y a des mauvaises. On va clarifier, on va éclairer le vrai du faux. Alors, qu'est-ce que les gaz à effet de serre finalement? Donc les gaz à effet de serre, c'est bien ce qui a été dit, c'est une serre. Donc une serre évite le rayonnement la nuit de la chaleur vers l'espace. Ouais. Et donc la chaleur va arriver par le soleil le jour et va être bloquée. Et donc petit à petit, on a un réchauffement. Alors ça, c'est l'effet de serre. Ça, c'est l'effet de serre. Et les gaz à effet de serre, c'est principalement le CO2, donc dioxyde de carbone, et le méthane, CH4. Alors, la dame qu'on a entendue en dernier parlait aussi de l'ozone, de la couche d'ozone. Est-ce qu'il y a un lien avec ça aussi? L'ozone, c'est O3, c'est de l'oxygène qui peut être décomposé sous l'effet des UV du soleil et donc se transformer en oxygène. L'ozone nous protège des ultraviolets. Donc il est intéressant de garder dans l'atmosphère donc de l'ozone qui nous protège, qui évite des cancers de la peau, des choses comme ça. Est-ce qu'on le considère comme un gaz à effet de serre? Ce n'est pas un gaz à effet de serre. C'est pas un gaz à effet de serre. Alors, les gaz à effet de serre, ils sont présents naturellement dans l'atmosphère? Oui, donc le CO2 est présent dans l'atmosphère. Au début de la Terre, on imagine que l'atmosphère était uniquement de l'azote, mais également du CO2. Et petit à petit, sous l'effet de la photosynthèse principalement, le CO2 a été absorbé par les plantes qui ont recraché de l'oxygène. Donc c'est les plantes ou les algues ou les microplanctons. Donc depuis l'origine, il y a du CO2 dans l'atmosphère. Il a plutôt décru, il y a des périodes où il a pu réaugmenter. Et donc là, on était sur une phase que l'on voit à l'écran. Voilà, exactement. Avant l'ère industrielle, on était de l'ordre de 300. Donc ce qu'on voit là, simplement, en quelques mots, qu'est-ce qu'on voit? Quelle est l'évolution? Donc voilà, là c'est des ppm, donc c'est des parties par million. Donc en fait, là, de CO2. De CO2 dans l'atmosphère. Quand on est à 300 ppm, ça veut dire 0,03% de CO2 dans l'atmosphère. C'est ce qu'on avait avant l'ère industrielle où on a commencé à extraire le charbon du sous-sol et donc recracher ce carbone qui était stocké sous terre, on le recrache dans l'atmosphère. Et donc là, on voit que jusqu'aux années 1950, ça montait gentiment, mais qu'on a une accélération du phénomène. Et donc maintenant, on est à 420 ppm, là, au jour d'aujourd'hui. On voit que les points se resserrent puisque nos capacités de mesure sont beaucoup plus précises que sur la courbe. Et donc ça, on peut le relier directement aux activités humaines, alors? Donc c'est les activités humaines et c'est ça qui concourt au changement climatique. Alors pourquoi on s'intéresse plus au CO2? Alors là on l'a compris parce qu'il augmente beaucoup, mais pourquoi plus au CO2 qu'au méthane par exemple, qui a un pouvoir réchauffant plus important? Donc le méthane est un très puissant gaz à effet de serre, 100 fois plus efficace comme effet de serre que le CO2, mais néanmoins il est 1000 fois moins présent que le CO2. Et d'autre part, il va en une dizaine d'années, il va se décomposer sous l'effet des UV et puis d'autres réactions en CO2 et en eau. Donc à terme, il va rester... Donc indirectement, on produit encore du CO2 même avec le méthane. Voilà, c'est du carbone, c'est qui se retrouve... Oui, c'est un gaz à effet de serre aussi. Alors Philippe, un nouveau programme de surveillance du CO2 depuis l'espace a commencé. C'est la mission Microcarb. Alors que faut-il en attendre? C'est l'objet du Science en Action avec Lorraine. Philippe, Jean l'a dit en début d'émission, vous êtes responsable de cette mission Microcarb, de ce petit satellite qui va aller surveiller les émissions et les absorptions de CO2 depuis l'espace à l'échelle de la planète.
pourquoi, dans le cas du CO2 en particulier, c'est intéressant de compléter les données terrestres par des données spatiales? Donc le but, c'est d'avoir, comme on a dit au début, une collection de mesures très longue sur donc l'évolution, puisque le but de Microcarb, ça va être de mesurer les flux de CO2 entre ce qu'on appelle les puits et les sources de carbone, de CO2, donc ce qui émet ou ce qui capte le CO2, de voir comment tout ça circule donc à la surface de la Terre, donc en fonction de la latitude, de la longitude, mais également des saisons. Et du temps. Oui, parce que les puits de carbone, c'est ce qui vous intéresse en partie avec Microcarb, de mieux les caractériser. Qu'est-ce qu'on range dans les puits de carbone? Vous avez un peu parlé de la forêt, c'est ça? Donc la forêt, quand elle fait de la photosynthèse, c'est un puits. Les océans sont un puits très efficace avec les phytoplanctons là, qui donc pour pouvoir absorber également du CO2. Voilà. Les forêts peuvent avoir un rôle, comme on a dit, un rôle de puits, de source. Hein, donc c'est assez complexe comme mécanisme. Et donc améliorer les mesures, ça peut être intéressant pour mieux comprendre ces phénomènes. Parce que là, qu'est-ce qu'on va apporter avec Microcarb qu'on ne détectait peut-être pas avec OCO2 de la NASA? On vise à avoir à peu près la même qualité de mesure que OCO2 et donc pouvoir poursuivre la série de mesures. Et on est donc la première mission précurseur en Europe à faire cette mesure de CO2. Ok, très bien. Alors on va rentrer un peu plus dans la technique, on va mettre un peu plus les mains dans le cambouis. Microcarb, il analyse le taux de CO2 grâce à un spectromètre. Donc il analyse la lumière qu'il récupère de la Terre, c'est ça? Et selon... Alors, il récupère la lumière qui arrive du Soleil, qui traverse l'atmosphère une première fois jusqu'à la Terre la réfléchit, et elle arrive au satellite en retraversant l'atmosphère. Donc c'est un faisceau lumineux qui a traversé 2 fois l'atmosphère? Donc il a traversé 2 fois l'atmosphère, et donc il est affecté, plus ou moins, selon qu'il traverse des couches qui ont beaucoup de CO2 ou peu de CO2. D'accord, la lumière qu'on reçoit n'est pas la même. Voilà, on regarde le spectre du Soleil qui déjà a les raies solaires, donc quand on regarde le spectre du Soleil, on voit une succession de raies. L'atmosphère, avec ses différents composants, oxygène, azote, CO2, donc atténue plus ou moins des raies dans certaines bandes du spectre. Et donc on mesure le haut de ces raies, le bas de ces raies. Et ça nous permet d'estimer si on a traversé plus ou moins de CO2. D'accord, c'est des parties de la lumière dans laquelle le CO2 vient absorber de la lumière? Voilà, c'est ça. Finalement, on mesure indirectement le CO2. On le mesure indirectement et on utilise plein de raies pour pouvoir moyenner ce bruit parce que le signal est vraiment très faible et très diffus. D'accord, ok. Et alors, selon la surface qu'on survole, c'est pas forcément la même façon d'acquérir les données, c'est ça? Un océan réfléchit pas la lumière pareil? Voilà, pour complexifier la physique de la mesure, la réflexion par le sol a son importance également. Si vous êtes au-dessus d'une forêt, vous pouvez avoir des phénomènes comme la fluorescence induite par la végétation, qui va vous faire un coefficient de réflexion différent. Quand vous êtes au-dessus de l'océan, vous allez avoir l'océan réfléchit peu, et donc on va faire un suivi de ce qu'on appelle le glint, c'est-à-dire le glint, c'est à droite, c'est le reflet de la tache du soleil sur l'océan. Donc on regarde la tache du soleil, et donc c'est là qu'on a le plus de signal. Et donc ça nous permet, différemment. Oui, on va incliner le satellite vers l'avant ou vers l'arrière en fonction de si on est dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, pour suivre cette tache du soleil. Il y a un petit miroir dans le satellite qui aide aussi à faire du roulis. Et donc là, ça nous permet donc de viser la tache du soleil quand on est sur les océans. Quand on est au-dessus de la Terre, donc le coefficient de réflexion de la Terre étant meilleur, eh bien on peut reprendre le mode nadir, donc c'est-à-dire qu'on vise la verticale locale. Et après, on va avoir une collection de modes de calibration ou de scan pour pouvoir faire des... Ça, c'est piloté par quelqu'un qui a une manette ou c'est automatique? Donc c'est piloté par un centre de contrôle au sol, donc qui va, tous les jours, va générer 6 jours de mission à venir. Donc tous les mouvements qu'on veut faire au satellite dans les 6 jours, on va les télécharger un jour J au satellite, et le jour, donc il va en utiliser le premier jour, et le jour J+1, on va en recharger 6, et donc on efface ce qui n'a pas été utilisé, on rafraîchit. Et donc ça nous permet notamment de prendre en compte la météo, des prédictions météo. Si par exemple on fait des passages sur des régions et qu'on sait qu'il y a des nuages, la mesure n'est licite que s'il n'y a pas de nuages, puisque s'il y a des nuages, les rayons ne vont pas jusqu'au sol, ils s'arrêtent sur les nuages et ils remontent, et donc on ne sait pas le CO2 qu'il y avait sous les nuages. D'accord.
Donc la prise en compte de la météo est très importante. Oui, quand même, oui. Et voilà. Et donc toute cette prédiction est automatisée, mais avec donc des interventions humaines pour dire là, je veux aller voir cette région. Voilà. Je fais un petit pas de côté, mais est-ce qu'il y a d'autres programmes pour mesurer les concentrations d'autres gaz à effet de serre, par exemple ceux qu'on a cités en début d'émission, le méthane, le protoxyde d'azote aussi? Oui, donc au CNES, on a une mission en développement qui s'appelle Merlin, qui est faite avec nos partenaires allemands et qui vise à mesurer le méthane. Donc elle est en développement et devrait être lancée vers 2028 ou 2029. C'est un instrument compliqué. Avec là, c'est le principe du LIDAR, c'est-à-dire que c'est un laser qui va émettre un signal et viser donc le fond d'une raie du méthane, dans ce cas-ci, et puis le haut du signal du méthane. Et donc en faisant le rapport entre les deux, on va pouvoir également mesurer la concentration. Il y a d'autres satellites comme YASI, donc c'est un instrument du CNES YASI qui est sur le satellite METOP seconde génération, qui fait également d'autres mesures, d'autres gaz. Donc il y a le NO2, il y a également le CO2, mais là, eux, ils ne vont pas jusqu'au sol, ils ne regardent que le haut de l'atmosphère, parce que c'est un principe de mesure. Et question bête, pareil, mais on n'aurait pas pu tout mettre dans un seul et même satellite et regarder tous les gaz à effet de serre dans le même. Oui, on pourrait, mais alors c'est très compliqué. Oui, et donc, ça rajoute du poids aussi. Oui, le poids, c'est l'ennemi. C'est très intéressant de faire de la co-registration des mesures, donc de savoir qu'on mesure exactement les mêmes choses au même moment. Donc c'est vrai, c'est intéressant de les mettre au même. Bah écoutez, si vous cherchez quelqu'un. Non, je rigole. Donc on peut, mais après les instruments étaient très longs à développer. Là, par exemple, l'instrument microcarbe, on a mis plus de 6 ans à le développer. Si vous mettez plusieurs instruments complexes avant que tout le monde soit prêt, finalement, vous pouvez avoir des problèmes de plan de développement. Et là, on n'a pas de temps à perdre. Voilà. Le microcarbe, il mesure sur quelle surface de la Terre Donc en permanence, il explore une bande qui ne fait que 13 km de large. Ok. C'est quand même, grand, mais bon, à l'échelle de la planète, c'est pas grand-chose, c'est vrai. Et tous les 25 jours, on va avoir couvert tout l'ensemble du globe. Okay. Donc, sachant qu'une orbite, ça fait à peu près 100 minutes, donc en 25 jours, on fait un certain nombre d'orbites, et on a couvert tout le sol. Néanmoins, quand il y aura des nuages, les mesures ne seront pas exploitables. Oui, mais 25 jours après, on peut espérer repasser au même endroit, sans nuages. Et puis même, on peut avoir un mode, ce qu'on appelle target, où on peut décider qu'au lieu de regarder dessous, on peut regarder à gauche ou à droite, et donc repasser au-dessus d'une station de calibration au sol, par exemple, pour pouvoir comparer les mesures faites du sol avec les mesures faites du satellite, et donc vérifier qu'on n'a pas des biais entre les... Ça permet de se calibrer un peu. Voilà, c'est ce qu'on va faire la première année de la mission. On va faire beaucoup de calibration avec les autres. Un petit point sur les dates. Quand devrait partir Microcarbe ? Donc Microcarbe, le satellite est prêt là, depuis la fin de l'année 2023. D'accord. Et donc là, il est en stockage. Il est prêt à être préparé pour le lancement dès qu'on pourra avoir un lanceur qui nous accepte. Ok, là, ce qui bloque, c'est le lanceur. Voilà, c'est le lanceur qui va bloquer maintenant. Et donc, on espère avoir un créneau fin de 2024 ou jusqu'à mi-2025. Et ça va durer combien de temps, cette mission ? Donc la mission Microcarbe, elle est prévue pour durer 5 ans. Ce qui va nous limiter, ça va être la quantité d'ergols dans le réservoir pour maintenir l'orbite, donc en fonction de le carburant. Voilà, c'est le carburant qui permet de modifier un peu la trajectoire du satellite pour qu'il reste à la même altitude et donc qu'il garde la même trace au sol. D'accord. Et ces données, elles seront disponibles pour tout le monde ? Donc ces données, pendant la première année, elles vont être destinées à notre groupe scientifique qui va les valider. Et ensuite, elles seront rendues accessibles à tout le monde, un peu sur le modèle de Copernicus dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'au-delà des enjeux scientifiques, ça pourrait aussi avoir un rôle de gendarme pour aller vérifier que les pays qui ont pris des engagements climatiques respectent bien et n'émettent pas trop de CO2 ? Alors ce n'est pas l'objectif principal de la mission. Néanmoins, en ayant de grosses séries temporelles, on peut envisager de regarder, oui, un peu comme on avait sur cette carte, les échanges entre les pays. Mais enfin, ça, c'est une qualité d'application qu'on n'aura que dans une dizaine d'années, je pense. Oui, c'est un peu plus délicat peut-être. On apprend avec cette mission et à terme, ça peut être une des finalités. En tout cas, et c'est vrai, les satellites révèlent le désastre qui est en train de se jouer sur Terre, mais ils sont aussi capables de nous émerveiller. Avec Marine, on va jeter un coup d'œil à une photo devenue emblématique. C'est parti. Alors on va prendre encore plus de hauteur avec cette chronique, assez pour admirer la Terre dans son intégralité. Est-ce que vous avez déjà vu cette image ? Oui, bien sûr. Oui, je me souviens un peu. Alors, elle s'appelle
AS17-148-22 727, mais son petit nom c'est The Blue Marble ou l'habit bleu en français et c'est probablement l'une des photos les plus reproduites au monde. Elle a été prise en 1972 par l'équipage d'Apollo 17, la dernière mission Apollo, pendant le voyage des astronautes vers la Lune. Et surtout, c'est la première vraie photo en couleur de la Terre entière avec le disque terrestre complètement éclairé. Pourquoi la première vraie photo ? Parce que la NASA avait déjà produit 2 images de ce type en 1967, avant l'habit bleu, mais c'était des composites, des combinaisons de plusieurs images prises par satellite. The Blue Marble, c'est une seule et unique photo prise par un être humain. Et donc si j'ai bien compris, cette photo a fait son petit effet. Elle a même fait plus qu'un petit effet puisqu'elle est devenue un symbole écologiste international. En même temps, il fallait voir le contexte. 1972, c'est la publication du fameux rapport Meadows qui incite à stopper la croissance pour préserver les ressources de la planète. À peine un an avant, en 1971, on crée le premier ministère français de l'environnement et c'est aussi l'année de naissance de Greenpeace. Donc voilà, on commence à se rendre compte qu'on a fait n'importe quoi avec Mère Nature et c'est dans ce contexte qu'arrive The Blue Marble et elle provoque chez beaucoup de monde un effet de surplomb. L'effet de surplomb, c'est un choc que ressentent certaines personnes, notamment des astronautes, en voyant la Terre depuis l'espace. En fait, on prend conscience que la Terre, c'est juste une petite boule bleue fragile suspendue dans l'univers et qu'elle est très belle, mais aussi très vulnérable. Et tout ça juste avec une photo. À l'époque, on n'avait pas l'habitude de voir des photos de la Terre depuis l'espace. En tout cas, après sa sortie, on a commencé à voir The Blue Marble un peu partout. The Blue Marble sur des couvertures de livres, The Blue Marble dans des campagnes de défense de l'environnement, The Blue Marble sur des timbres et surtout The Blue Marble sur le drapeau du jour de la Terre imaginé par l'activiste James McConnell en 1973. D'ailleurs, encore aujourd'hui dans la culture populaire, on voit régulièrement des images de la Terre depuis l'espace dans des œuvres qui portent un message écologiste. Donc finalement, le message à retenir, c'est qu'on a beau chercher des exoplanètes un peu partout dans l'univers, on n'a jamais trouvé mieux que la Terre pour héberger les humains. Donc pour l'instant, en tout cas, elle est unique, d'où l'intérêt d'y faire attention. Très bien, merci Marine. Vous aviez déjà vu cette photo ? Oui, j'ai déjà vu cette photo, bien sûr. Et vous vous souvenez du moment où vous l'avez vue ? Pour la première fois ? Ouais, de la première fois. J'ai suivi, quand j'étais petit, j'ai suivi l'émission Apollo avec... j'étais assez intéressé par donc, ces aventures, et donc oui, je l'avais vu dans les années 70. Ce qui est intéressant, c'est que là, la Terre, elle fait 13 000 km à peu près de diamètre, et vous ne voyez pas l'atmosphère autour de la Terre. L'atmosphère autour de la Terre, quand vous êtes à 30 km d'altitude, il ne vous reste que 5 millibars. Il vous reste quasiment rien. Donc dans les 30 premiers kilomètres, il y a toute l'atmosphère. Et donc là, vous ne le voyez pas du tout. C'est encore plus fragile que ce qu'on voit avec les océans et autres. L'atmosphère, c'est vraiment hyper ténu. Et depuis cette photo, depuis 1972, on a pris plein de photos de la Terre depuis l'espace. Est-ce que vous pensez qu'on a fini un peu par s'habituer ou on peut encore être émerveillé par des photos de la Terre ? Alors là, oui, on est émerveillé. Sur vous, ça marche en tout cas. Voilà, et puis là, vous voyez à la fois l'équateur un peu désertique et puis cette densité de glace là au pôle sud. Là, vous voyez la variété des climats qu'on a sur Terre. Oui, c'est très parlant. Et c'était la planète bleue. Oui, c'est la seule planète bleue que, pour l'instant qu'on connaisse. Merci Marine, on ne s'arrête pas là. Car le dérèglement climatique a déjà des conséquences désastreuses dans certaines régions du globe. Feux de forêt, inondations, tempêtes, ces phénomènes sont de plus en plus fréquents et intenses. Face à ces catastrophes, les satellites apportent une aide précieuse. Elle est rendue possible grâce à une collaboration internationale inédite. On en parle tout de suite. Place à l'esprit d'équipe. Bonjour Émilie Bronner. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Science en question, on est ravis de vous recevoir. Alors vous êtes représentante du CNES au sein de la Charte internationale Espace et catastrophes majeures. Comment est née l'idée de cette charte ? En fait, l'idée est née en 1999. L'Agence spatiale française, le CNES, et l'Agence spatiale européenne, l'ESA, ont eu l'idée de se dire que les satellites qui observaient la Terre pouvaient servir en cas de catastrophe. Donc, ils ont décidé de les utiliser pour donner des images aux gens qui en avaient besoin. Le but de la charte, c'est de mettre à disposition des images satellites en cas de catastrophe majeure. Donc, c'est les agences spatiales qui ont signé cette charte qui font ça. Et donc, en l'an 2000, ils ont signé cette charte, Espace et catastrophes majeures. Et depuis, beaucoup d'autres agences ont aussi signé cette charte. Et voilà, ça a donné vraiment un programme de collaboration internationale qui est réputé aujourd'hui. Donc, elle a un historique, cette charte. Oui. Alors justement, quel type de catastrophes sont couvertes par la charte ?
Alors en fait, on couvre 2 types de catastrophes principalement. Les catastrophes naturelles, donc tempêtes, inondations, séismes, etc. Et aussi les catastrophes créées par l'homme comme les marées noires, les explosions et voilà, tout ce qui peut être d'origine plus anthropique. Donc oui, catastrophe majeure, c'est pas que catastrophe naturelle. Mais la plupart du temps, pour quelles raisons est-elle activée ? Alors la plupart du temps, la moitié du temps, c'est déclenché pour des inondations en fait. C'est vraiment les catastrophes les plus importantes dans la charte. Ça représente quelle part à peu près ? C'est vraiment 50%. Voilà. Okay. C'est depuis que la charte existe, donc depuis 24 ans, c'est la moitié des activations qui sont liées aux inondations et ça partout dans le monde. Voilà, c'est les phénomènes les plus marquants. Et puis aussi on a après des tempêtes, des ouragans, ça c'est la deuxième partie vraiment la plus importante dans la charte. Vous avez vu une évolution avec le changement climatique des types de catastrophes sur lesquelles on vous appelait ? Oui, alors depuis que la charte existe, alors on a vu une augmentation un peu naturelle du nombre de catastrophes qui augmente. Ça, c'est quand même un nombre qui augmente naturellement dû au fait qu'il y a de plus en plus de membres dans la charte, il y a de plus en plus de gens qui peuvent déclencher la charte. Mais après, on a vu vraiment un accroissement ces dernières années du nombre de catastrophes et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de tempêtes, ouragans, d'inondations également. C'est vraiment tout ce qui est lié au changement climatique qui voit une croissance assez forte ces dernières années. Et ça, on le ressent vraiment au niveau des conséquences. Pour nous donner une idée, vous avez un nombre d'activations par an Oui, alors chaque année, alors, il y a 10 ans, la charte était activée à peu près 40 fois par an. Ouais. Et de nos jours, c'est plutôt 50 fois en moyenne par année qu'on a donc des grosses catastrophes majeures chaque année. Et juste pour exemple, l'année dernière, en 2023, il y a eu 63 activations de la charte. Donc on voit vraiment que sur ces dernières années, on est sur des tendances très très à la hausse. Et au-delà de la fréquence qui augmente, est-ce qu'il y a aussi, vous avez observé des variations d'intensité de ces phénomènes-là ? Oui, bien sûr. Il y a déjà ce nombre qui augmente et comme vous le dites, c'est vraiment, on a des phénomènes de plus en plus intenses, de plus en plus dévastateurs. Par exemple, les ouragans, les tempêtes, c'est vraiment des phénomènes qui sont de plus en plus importants. Les ouragans de classe 4 ou 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui classe la sévérité des ouragans, donc des ouragans qui ont des vitesses de vent de 200 à 250 km/h, même plus. Voilà, ce nombre d'ouragans a doublé en 30 ans, donc c'est des choses que nous, on voit vraiment dans la charte. On a vraiment de plus en plus d'événements très très forts. Alors, on va y venir, on va prendre un exemple pour bien comprendre comment fonctionne cette charte, mais d'abord, je voudrais comprendre quel est votre rôle, vous, plus personnellement, dans cette charte. Mon travail quotidien, c'est de faire en sorte que tout fonctionne au niveau opérationnel. Je gère des contrats d'achat d'images satellites. Je gère aussi des contrats de ce qu'on appelle la cartographie rapide. Donc ça va être des experts qui vont faire l'extraction des images, des informations qui sont dans les images satellites pour les transformer en cartes légendées. Et puis après, on va faire en sorte que les images satellites soient livrées le plus rapidement possible, qu'il y ait de plus en plus de nouveaux satellites disponibles. On va former les utilisateurs à déclencher la charte. On va aussi faire de la promotion pour faire la publicité de la charte. Vous mettez de l'huile dans la machine, en fait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, on gère le côté opérationnel au jour le jour. Alors pour bien comprendre comment elle fonctionne, on va prendre un exemple et justement on va prendre l'exemple d'un ouragan, l'ouragan Matthew. Oui. Et pour ça, direction donc les Caraïbes, puisque dans la nuit du 3 au 4 octobre 2016, une tempête tropicale se transforme en ouragan en catégorie 4 quand elle arrive à Haïti. Alors l'ouragan Matthew, c'est un ouragan qui a balayé donc les îles avec des vents de 220 à 270 km/h. Dans ce genre de situation, qui peut activer la charte ? Alors en fait, la charte peut être activée par ce qu'on appelle des utilisateurs autorisés. Donc ce sont des gens qui ont suivi une formation pour activer la charte et qui ont dans leur pays un mandat national de gestion de crise. Et donc, ils sont reconnus par les gouvernements. Ils sont reconnus pour les gouvernements pour gérer les crises. Et donc, n'importe quel pays du monde peut activer la charte s'ils ont suivi, bien sûr, cette formation et s'ils sont utilisateurs autorisés. Et donc, là, pour le cas d'Haïti, par exemple, pour cet ouragan, ce sont les États-Unis qui ont déclenché la charte, la France également, parce qu'ils voulaient envoyer des troupes militaires sur place pour aider, et aussi les Nations Unies. Donc voilà, on a pu déclencher cette charte
Par anticipation, d'habitude, la charte se déclenche au moment de la catastrophe. Quand il y a des ouragans ou des choses où les prévisions météo nous donnent des infos un peu en avance de phase, on peut déclencher la charte par anticipation. Ok, pas forcément après. Non, voilà, on peut le faire par anticipation. Donc là, on voit le trajet de l'ouragan Matthew. Hein. Oui. Donc finalement, on va dire, on l'a vu venir en fait. Oui, voilà, on l'a vu venir. Les modèles météo étaient assez précis et donc on a vu que voilà, la tempête tropicale se transformait vraiment en ouragan de classe 4 en arrivant sur l'ouest d'Haïti. Ouais, sur Ensuite, la pointe, continué vers Cuba et les Bahamas. Et donc, on était vraiment prêts. On avait déclenché la charte et on a pu faire des acquisitions très très rapidement sur Haïti pour donner un état des lieux de la situation. Alors, est-ce qu'il y a des critères quand même très précis pour pouvoir activer la charte ? Oui. Alors, on parle de catastrophes majeures dans la charte, donc c'est vraiment des événements qui sont soudains, qui ont des pertes humaines éventuellement, qui ont des impacts sur les infrastructures, qui ont des impacts environnementaux également. Donc c'est vraiment, c'est la définition pour nous d'une catastrophe majeure. Alors, est-ce que vous pouvez nous retracer la chronologie depuis le moment où on déclenche la charte jusqu'au moment où, finalement, les utilisateurs reçoivent les premières images ? Oui, alors spécifiquement sur Haïti ou sur n'importe quelle autre activation de la charte, en fait, à partir du moment où la charte est activée, il y a vraiment tout un mécanisme opérationnel qui se met en route, parce que chaque minute compte. Et en fait, il y a des opérateurs qui sont d'astreinte de jour comme de nuit, qui vont vérifier l'identité de la personne qui déclenche la charte, bien sûr, et qui rapidement va programmer les satellites. Donc on a déjà des scénarios préétablis en fonction du type de catastrophe pour savoir quel type de satellite est le plus approprié. Donc on va demander la programmation des satellites, et là, selon où se trouvent les satellites, etc., donc on peut avoir des images en quelques heures ou quelques jours après. Et à partir des images satellites, on va faire donc de la cartographie rapide, donc on va faire des cartes légendées, comme là on a par exemple... un exemple sur Haïti. Juste avant, on a vu, il y avait des images avant-après. Donc on commence par ça, on commence par prendre des images. Alors voilà, c'est ça, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire des programmations suite à une catastrophe, souvent aussi on demande des images d'archives, parce que c'est la seule manière de faire des avant-après, de bien estimer les dégâts. Et là, par exemple, on le voit, donc ça a été pris à Haïti. Haïti après Matthew, donc on a rien que là, visuellement, l'œil humain est capable d'interpréter ce qui est détruit de ce qui ne l'est pas, sauf que quand on a des cartes qui sont légendées, on a rapidement, avec un code couleur, on sait les bâtiments qui sont totalement détruits, ceux qui le sont moins, et là on sait où prioriser les secours. Et là c'est ce qu'on voit à l'image. Donc vous rajoutez des informations par-dessus, il y a un traitement qui est fait. Il y a un traitement qui est fait par des experts en photo-interprétation. Ouais. Et donc là on voit par exemple sur le cas de l'ouragan Matthew, il y a 80 à 90% des habitations qui ont été détruites suite à cet ouragan. C'est les petits points rouges qu'on voit. Les petits points rouges, voilà. Malheureusement, des fois il n'y a que du jaune ou du vert, mais là, côté Haïti, c'était très rouge parce que c'est vraiment une zone très, très vulnérable aux aléas climatiques. Et après, on retrace le réseau routier également. On peut aussi voir l'état de la piste de l'aéroport et plein de choses comme ça. C'est vraiment des cartes. On cible des endroits particuliers ? Oui, bien sûr. Quand les gens activent la charte, ils vont vraiment détourer des zones d'intérêt. Là, on voit l'aéroport, par exemple. Voilà, l'aéroport, c'était quelque chose qui a vraiment été demandé par le gouvernement français ou par d'autres personnes qui ont activé la charte, parce que pour envoyer des secours ou de l'aide humanitaire, il faut savoir si les routes sont praticables, si l'aéroport, si les contingents peuvent atterrir, etc. Donc c'est vraiment, on fait des produits à la carte, on adapte vraiment aux besoins des populations. Et c'est les secours qui vous demandent de quelles informations ils ont besoin ? Alors c'est les secours qui s'adressent à leurs utilisateurs autorisés qui déclenchent la charte, et donc c'est eux qui disent vraiment au début de quoi ils ont besoin, et nous on va faire donc les images satellites et ensuite les produits associés qui répondent à leurs besoins, et donc en quelques heures ou quelques jours on leur livre directement les produits gratuitement. Ça c'est important aussi, l'esprit de la charte, c'est de mettre à disposition gratuitement les produits. Et un pays qui n'est pas membre fondateur, qui n'a pas d'agence spatiale, peut aussi profiter de la charte ? Oui, bien sûr, donc c'est ce qu'on appelle l'accès universel. Et depuis 2012, n'importe quel pays du monde peut demander l'activation de la charte. Et donc soit elle est référencée comme utilisateur autorisé, comme je vous expliquais tout à l'heure, soit elle ne l'est pas, et dans ce cas-là, c'est pas grave. Un pays voisin peut demander l'activation, les Nations Unies, la France, voilà. On laisse personne de côté. Depuis le début de la charte, 134 pays du monde ont déjà bénéficié des services de la charte. Voilà, elle a été activée malheureusement plus de 860 fois. Et donc c'est vraiment quelque chose. Ça, c'est un bel exemple. Très bien. C'est un bel exemple de collaboration internationale surtout.
Alors le but c'est d'agir dans l'urgence. Combien de temps ça met en moyenne? Vous avez dit quelques heures ou plus rapide? Oui, alors on programme très rapidement les satellites, en 2 heures, en 2-3 heures. Et ensuite, on reçoit les images encore quelques heures après. Et les cartes, pareil, encore quelques heures après. Après, ça dépend si on a des images optiques et s'il y a des nuages, on va devoir attendre un peu plus longtemps pour avoir le paysage qui se découvre. Mais sinon, voilà, le lendemain de la catastrophe, on est sûr qu'on a des images exploitables et puis on a des cartes qui vont sortir. Et très concrètement, sur le terrain, après, ça permet finalement d'agir au plus pressé, d'aller vraiment sur les zones les premières sinistrées. C'est vraiment d'apporter une réponse très efficace et rapide à la crise pour limiter les dommages. Donc on va aider les secours pour prioriser les zones où ils doivent aller. On va vraiment orienter les zones où les gens se sont rassemblés, par exemple, pour apporter des vivres, de l'eau, pour aller les secourir. Et puis après, identifier peut-être les voies, les chemins par lesquels y aller. Et après, pour les secours, on va leur dire, là, passez pas par là, parce que là, il y a un glissement de terrain potentiel, des choses comme ça. On va vraiment dire, là, il y a des ponts coupés, etc. On va vraiment aider les gens sur le terrain, parce qu'il n'y a que depuis l'espace qu'on a cette vue qui est un peu dégagée. Je trouve ça fou de se dire qu'à n'importe quel instant, on a un satellite dispo qui va pouvoir regarder là où on veut. C'est fou, parce que justement, on a potentiellement 270 satellites qui sont mobilisables, grâce à tous nos membres et aux fournisseurs de données aussi privés qui contribuent à la charte. Donc forcément, à un moment, il y en a un qui n'est pas très loin d'une zone de catastrophe. Et donc on a cette réactivité qui est très importante. Alors malgré l'activation de la charte, il y a quand même un bilan terrible, plus de 500 morts, 2,1 millions de personnes impactées. Exact. Donc malgré ça, on voit que ça c'est pas une baguette magique non plus. Non, c'est ça, mais bon, on ne peut pas éviter les catastrophes, mais en tout cas notre travail sert beaucoup et puis ça sert sur le terrain et ça sert aussi énormément aux décideurs qui ont besoin de voir l'ampleur des dégâts, de chiffrer l'aide humanitaire nécessaire et de chiffrer aussi le coût de la reconstruction. Là, pour Haïti, les dommages ont été estimés à 2 milliards de dollars, c'est 20% du PIB. Donc pour un endroit comme Haïti, c'est vraiment énorme. Alors on l'a vu, les images des catastrophes sont assez impressionnantes. À l'inverse, d'autres images émerveillent, comme nous l'a raconté Marine tout à l'heure. Alors vaut-il mieux choquer ou émerveiller pour sensibiliser au dérèglement climatique? On a posé la question à certaines personnes, regardez. Je pense qu'il faut les deux, parce qu'être trop négatif, on se dit c'est perdu. Mais être trop positif, on se dit tranquille, c'est beau. Non, moi je préfère les belles images. On voit trop d'horreur déjà. C'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Je préfère le verre à moitié plein. Je crois qu'il faut choquer par le réel en tout cas. Il ne faut pas choquer par des images propagandistes, on va dire, ou alarmistes, parce qu'il y a déjà tellement de climato-sceptiques que c'est pas la peine de donner du grain à moudre à cette idéologie-là. En revanche, montrer ces images-là, qui sont des images du réel, je pense que c'est quelque chose qui est absolument nécessaire et vital même, Moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être choqués, parce que je crois qu'ils ne se rendent pas compte, en fait, juste de l'ampleur du problème. Je pense qu'il y en a, ils se disent, l'eau est un peu asséchée, bon voilà. Alors que s'ils voient ces images-là, peut-être ils vont se dire, ah oui quand même. Il faut choquer. Moi aussi je pense qu'il faut choquer quand même. Faut pas être mignon. Parce que là justement on a tous une belle image et tout, mais on sait pas que plus tard ça va être que comme ça. Enfin, c'est quand même des images qui font sens sans qu'on ait besoin de faire appel à des éléments de culture générale. Si de l'espace on voit le changement qu'il y a eu, mais alors c'est que sur place c'est catastrophique. Alors est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec cette majorité de personnes qui nous dit qu'il vaut mieux choquer? Moi, je dirais que les phénomènes s'accélèrent et donc il faut faire quelque chose. On peut pas se voiler la face, il faut réagir. Donc comment motiver les gens? Vaste question. La contrainte est embêtante, mais ne rien faire, c'est foncer dans le mur. Donc oui, moi Vous personnellement, est-ce qu'il y a des images qui vous ont marqué? Vous travaillez tous les deux dans le spatial, des images de vue du spatial, de la Terre, vous en voyez souvent. Émilie, vous avez carrément le nez dans les catastrophes. Exact. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font réagir en particulier? Moi, c'est vraiment les énormes catastrophes comme on a eu ces derniers temps, des séismes au Maroc ou en Turquie, des choses où vraiment il y a des 50 000 morts, des bilans comme ça, et qui sont difficiles à regarder, etc. Mais nous on essaye d'aider avec les données satellites, mais c'est quand même des choses qui choquent et qui sont dévastatrices, quoi. Ouais.
Bon, en tout cas, on peut dire que votre métier a de l'avenir. Alors prenons quelques minutes pour retracer votre parcours. Ça donnera peut-être des idées aux plus jeunes. Place à la séquence en coulisses. Donc pour commencer cette séquence, je vous propose un petit challenge. Je vais vous laisser à chacun 30 secondes pour nous présenter votre parcours. Philippe, on va commencer par vous. Est-ce que vous êtes prêt ? Allez. Bon, Vous êtes échauffé, vous êtes entraîné ? Oui. Alors, on lance le chrono, top. Donc, moi, je suis donc ingénieur depuis 1984. Ça va faire 40 ans de carrière. J'ai fait une école d'ingénieur, donc Supaéro. J'étais très intéressé par tout ce qui était aéronautique et spatiale étant petit. Et donc, voilà, naturellement, j'ai continué dans ce domaine. Je suis plutôt, donc, j'avais un esprit ingénieur. Et là, avec Microcarb, je passe du côté mission, science. Hein. Jusqu'à maintenant, je m'étais surtout occupé de satellites, comment ça fonctionne les satellites, comment on les fait marcher. Super, pile Bien poil. joué, bravo. Merci. Belle performance. Émilie, préparez-vous parce que c'est votre tour. Pareil, vous avez 30 secondes pour vous présenter. Est-ce que c'est bon pour vous ? Ouais, c'est bon. Ok, super. Eh bien, on lance le chrono. Alors, top. Allez, top chrono. Alors, moi, j'ai fait un bac scientifique. Et ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur à Strasbourg, spécialisée dans la topographie. J'étais déjà intéressée par tout ce qui touchait à la Terre. Ensuite, j'ai fait un master, outils et systèmes de l'astronomie et de l'espace, à Paris. Et j'ai enchaîné avec un doctorat à Paris aussi sur l'électromagnétisme et le radar. Et enfin, après, j'ai rejoint la région de Toulouse, vraiment berceau de l'aéronautique et du spatial, pour être ingénieur scientifique dans une petite société. Et j'ai intégré le CNES il y a 16 ans. Voilà. Super. Bravo, bien joué, vous avez relevé le défi. Merci à tous les deux d'avoir joué le jeu. J'ai encore 2-3 questions à vous poser pour compléter un petit peu. Par exemple, Philippe, regardez l'image qui s'affiche à l'écran. Est-ce que vous reconnaissez ce satellite ? Oui, donc c'est Jason 1. Lancé en 2001, donc j'étais responsable satellite de ce satellite, c'est mon premier lancement, et donc oui, j'en garde un souvenir ému. Hein, donc j'étais dans la salle de contrôle principale, et donc je coordonnais un peu le travail de tous les experts. C'était vraiment très palpitant cette période. Il y a un petit peu de vous un peu partout dans l'espace en fait. Hein. Voilà, oui, à force, oui. Et sur le coup, vous avez ressenti quoi ? Alors, de l'appréhension avant, de la fierté après, hein, donc, puisqu'on se demande toujours si tout va bien marcher. Hein. Et alors, vu de l'extérieur, tout marche bien, mais c'est vrai qu'on a toujours des collections d'anomalies que l'on gère, hein, donc c'est toujours très prenant. Hein, c'est exaltant. Depuis ce lancement-là, vous en avez vu plein d'autres. Est-ce que vous finissez par vous habituer, ou finalement c'est toujours aussi impressionnant On peut peut-être s'habituer, mais Microcarb, j'aurais un sentiment particulier quand même. Donc, vous le disiez, vous étiez fan de tout ce qui touchait à l'espace. Déjà tout petit, vous avez vu l'émission Apollo à la télé. Vous, Émilie, vous ne les avez pas vus à la télé. C'est un stage en école d'ingénieur qui vous a poussé vers le spatial ? Oui, c'est vrai, c'était en 2001, quand j'ai terminé mon stage de fin d'études d'école d'ingénieur. J'ai eu la chance justement de travailler sur la calibration du satellite Jason 1. C'est ce qu'on vous voit faire. C'est ce qu'on voit là à l'écran. Et en fait, donc là, j'étais toute jeune sur ces images. Et en fait, ce qu'on faisait, c'était on mesurait la hauteur de la mer juste au même moment que le passage du satellite au-dessus de nous, pour mesurer que les deux mesuraient bien la même chose. Et c'est quelque chose que j'ai vécu avec des gens de l'Observatoire de la Côte d'Azur, avec aussi un marin qui s'appelait Claude, qui nous amenait faire les mesures en mer. Et c'est des gens qui m'ont marqué vraiment profondément dans ma vie. Et en fait, j'ai tout fait pour continuer dans le spatial et spécifiquement dans l'altimétrie. Et voilà, et j'ai réussi à travailler avec eux par la suite. Pendant de nombreuses années. Je suis même retournée les voir en Corse. Vous êtes revenue 20 ans après. C'est ça, 20 ans après, parce qu'autant je travaillais avec tout le monde. Et 20 ans après, j'ai eu l'occasion de revoir tous mes collègues et le marin, donc, le loup de mer que j'avais tant apprécié aussi, qui était là 20 ans après, qui faisait toujours des choses en mer, des expériences scientifiques. Donc ça a orienté vraiment ma carrière vers le spatial. C'est là que j'ai pris la décision. Donc plein de belles rencontres. Oui. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule rencontre marquante dans votre parcours. On va afficher une autre photo à l'écran. Est-ce que vous reconnaissez la personne ? Oui. Donc la personne qui est au milieu, c'est Alain Delors. C'est un marin qui avait une 60aine d'années à l'époque, là où j'ai découvert cette personne. Donc c'était en 2013.
On était à un séminaire d'entreprise, donc comme peut en témoigner Philippe, au CNES, on est 2700 employés et on fait souvent des séminaires un peu de team building ou pour savoir ce que font les collègues, parce qu'on ne sait pas forcément ce que font les gens dans le bâtiment d'à côté. Et là, il y a un service du CNES qui, au lieu de témoigner simplement sur qu'est-ce qu'il faisait au jour le jour, a préféré faire témoigner ce monsieur, donc, qui est venu nous raconter son naufrage au sud de la Tasmanie. Il faisait un tour du monde sans escale et sans assistance, et son bateau s'est retourné, et donc il s'est vu mourir. Donc il nous a raconté ça, des sanglots dans la voix, et il a activé une balise de détresse COSPAS-SARSAT, et grâce à ça, il a été détecté par satellite et sauvé. Et donc, ça m'a vraiment profondément émue aux larmes. Et du coup, je me suis dit, il faut que je travaille là. Et du coup, j'ai intégré le service au CNES qui s'occupe des balises de détresse détectées par la satellite. Voilà. Et donc, ce monsieur aussi a été à l'origine, il ne le sait certainement pas, mais d'un changement dans ma carrière. Parce que je me suis dit, les satellites, c'est très bien, mais c'est encore 1000 fois mieux quand c'est à un but humanitaire, si ça peut sauver des gens. Et donc, toute la suite de ma carrière ça a été orienté vraiment dans ce sens d'aider les populations. Et clairement, le côté humain, ça vous tient à cœur, et pas seulement dans la carrière, dans le côté carrière, puisque vous êtes aussi marraine de l'association Elle Bouge, qui fait la promotion des métiers scientifiques auprès des jeunes filles. Ouais. Vous pouvez nous en dire un mot? Quelles sont les missions principales de cette association? Oui. Donc c'est une association qui existe maintenant depuis 2006. Et donc le but, c'est vraiment de valoriser les métiers et les filières scientifiques et techniques auprès des jeunes filles. Donc on a des marraines en France, on est plus de 10 000. Et on va les rencontrer dans les écoles, on va les rencontrer dans des forums métiers, etc. Et on leur parle de notre expérience, on leur montre qu'on a des métiers qui sont très intéressants, passionnants dans les filières scientifiques techniques. On essaye de casser un peu les stéréotypes de genre qui sont très très marqués dès l'enfance. Et puis on répond à leurs questions, comment on gère la vie familiale, en parallèle de la vie professionnelle, est-ce qu'on gagne plus qu'un monsieur, etc. Ouais, et donc le but, c'est vraiment qu'à terme, il y ait plus de mixité dans les métiers ingénieurs et techniciennes, parce que ça manque cruellement aujourd'hui. Et grâce à ces associations et à nos petites actions, on essaye vraiment de susciter des coups de cœur, des vocations et de surtout lever les blocages. Donc c'est un petit message à faire passer aux jeunes filles qui nous regardent, venez dans le spatial, il y a des super choses à faire. Voilà. Alors avant de se quitter, vous allez nous partager vos recommandations culturelles autour du climat. C'est la recommandation des invités. Alors Émilie, vous avez choisi de nous partager une initiative autour du climat, laquelle? Oui, alors moi, ma recommandation, c'était sur la fresque du climat. Donc c'est une initiative qui date de 2018, qui est vraiment une association qui a pour but de sensibiliser le grand public au réchauffement climatique. Et en fait, tout le monde en France peut s'inscrire à des ateliers, ça dure 3 heures, ça peut se faire en présentiel ou en ligne. Et en fait, c'est basé sur un jeu de cartes, un jeu de 42 cartes où on va jouer en équipe et on va essayer de placer les cartes dans un certain ordre pour en fait essayer de comprendre les causes et les conséquences du réchauffement climatique. Et on place d'abord des cartes un peu de haut niveau, puis après on complexifie la chose pour essayer d'avoir une vision globale de tout le système. Et puis il y a une discussion autour de tout. Il y a une discussion et il y a des animateurs qui sont là pour nous accompagner aussi dans notre réflexion et dans notre compréhension. Donc c'est super ludique, c'est vraiment pédagogique la manière dont c'est fait et c'est cruellement nécessaire de nos jours d'avoir ces expériences-là. Vous y avez participé, vous? Oui, je l'ai fait il y a 2 ans. Et voilà. Vous en gardez un bon souvenir? Alors le soir, on ressort un petit peu déprimé, pour être franche, voilà. Mais après, justement, ça donne un électrochoc qui fait qu'après, on ne vit pas pareil et on est vraiment sensibilisé. Et il faudrait que chaque Français puisse y participer. Il y a, je crois, déjà 1,5 million de personnes qui l'ont fait. C'est accessible, c'est partout en France ou en ligne. Donc, c'est noté. Ma recommandation. Merci Émilie. Vous, Philippe, vous avez apporté un livre. Oui, j'ai apporté le livre de François-Marie Bréon, qui est ce qu'on appelle le PI, le principal investigateur. Montrez la caméra comme ça, très bien. C'est le scientifique principal de la mission Microcarbe, et donc il est au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement au CEA, et donc très investi sur tout ce qui est réchauffement climatique. Donc je pense, c'est la même thématique que ce dont tu parlais. Voilà, il explique un peu c'est accessible pour tout le monde. C'est très accessible et ça explique un peu les clés du réchauffement climatique et des besoins en énergie que l'on a nous en tant qu'humains. Et donc comment concilier les deux, c'est notre challenge. Eh bien, parfait, merci pour ces recommandations. Merci à tous les deux d'être venus dans l'émission. Merci à vous d'avoir regardé ce Science en question consacré au climat et à l'espace. On se retrouve bientôt pour d'autres découvertes scientifiques. À bientôt, ciao les sorciers.